Après plus de 6 mois de combat, l'armée russe a finalement réussi à reprendre la plupart du territoire dans la région de Koursk. À partir de ce point, la stratégie semblait être de consolider les troupes qui ont participé au bataillon de la contre-offensive de Koursk, plus près du front du Donbass à l'est. Tout cela dans le but de lancer une campagne plus décisive visant à étirer les défenses de l'Ukraine. Mais ce que Poutine et ses généraux ne semblaient pas prendre en compte, c'est à quel point l'Ukraine est prête à repousser les limites pendant la guerre. En un seul coup, le plan entier de Poutine pour monter une offensive s'est effondré le 21 avril, après la frappe surprise de l'Ukraine. Sur de larges contingents de troupes, l'infanterie mécanisée, des composés militaires vitaux, et même l'infrastructure routière à Belgorod. Les frappes effectuées par l'armée ukrainienne ne sont que les dernières d'une série de mouvements offensifs pour traverser la région de Sumy en Ukraine jusqu'à la région de Belgorod en Russie. Cela ramènerait effectivement une fois de plus la bataille en Russie, reflétant une avancée similaire à l'invasion de Koursk en août 2024. Le déroulement des offensives est frappant de similitudes, mais il y a quelques différences notables qui pourraient rendre l'incursion à Belgorod potentiellement plus dévastatrice pour les forces russes. Alors, qu'a réussi à faire l'Ukraine ? L'incursion réelle à Belgorod a commencé fin mars, l'objectif étant ostensiblement le même qu'à Koursk. Détacher les forces russes du combat actif dans le Donbass, où l'Ukraine et la Russie perdent lentement de leur élan depuis la fin de 2024. Cependant, comme l'Ukraine a toujours un désavantage numérique profond, en termes de taille des troupes et du nombre d'attaques à longue portée qu'elle peut lancer, la Russie gagnait lentement du terrain, même si ces gains se faisaient à un coût insurmontable pour le personnel et le moral. Par conséquent, l'Ukraine a commencé par de petites incursions à Belgorod, avec des rapports quotidiens suggérant des gains de quelques kilomètres carrés. Mais l'armée ukrainienne fait face à un nouveau désavantage à Belgorod qu'elle n'a pas eu à surmonter. Pour sa dernière incursion à Koursk, les troupes russes étaient déjà là, pour commencer. Vous voyez, la Russie a environ 62 000 troupes qui se déplacent de Koursk vers le front du Donbass plus actif, avec Belgorod qui se présente comme un point de connexion naturel entre ces régions. Ainsi, lorsque l'Ukraine a lancé l'offensive initiale dans la région, la Russie a pu réagir beaucoup plus rapidement qu'elle ne le pouvait en août dernier, minimisant les pertes potentielles de territoire ou l'effondrement des défenses locales. Pour surmonter cela, l'Ukraine a commencé à lancer un autre type d'offensive à Belgorod, une offensive plus axée sur les opérations de bombardement à grande échelle et de déni aérien. Les combats du 21 avril sont peut-être le meilleur exemple des avantages stratégiques que l'Ukraine peut soudainement obtenir. L'ensemble de la frappe reposait sur l'Ukraine, subvertissant l'avantage militaire russe à son propre avantage. Bien que la Russie ait eu ses 62 000 troupes stationnées près de la région, elle n'était toujours pas dans la meilleure position stratégique pour se défendre contre l'incursion à venir. Ainsi, l'Ukraine a surveillé de près les mouvements russes dans la région et a lancé une série de frappes interconnectées pour empêcher l'armée russe d'atteindre une concentration suffisamment élevée dans la région. En effet, bien que la Russie ait l'avantage numérique autour de la région de Sumy, sur le papier, ses troupes seraient fortement pressurisées de tous côtés et incapables de coordonner ou de monter une contre-offensive sérieuse. L'essentiel de l'opération semble reposer sur l'effort combiné des lanceurs ukrainiens, F-16S et High Mobility Artillery Rocket System, ces deux plateformes étant des dons de l'OTAN. Avant 2024, les F-16 ont été particulièrement remarqués pour utiliser les JDAM, ou munitions d'attaque directe conjuguées, qui ont permis aux bombes air-sol de cibler, chercher et détruire des complexes militaires vitaux et des positions défensives plus profondément dans Belgorod. L'avantage le plus notable de l'utilisation des JDAM de cette manière est son rayon d'action accru. Ordinairement, une bombe non guidée larguée par un F-16 ne volera que quelques kilomètres, compte tenu de sa vitesse inertielle relativement faible et de son poids élevé, qui la tirerait vers le bas. De plus, la bombe serait relativement imprécise en raison de la résistance aérienne sévère qui pourrait la dévier de sa trajectoire. Le Joint Direct Attack Munition a résolu ce problème en ajoutant des systèmes de guidage inertiel couplés à des récepteurs Global Positioning System plus avancés, ainsi que des ailes aérodynamiques fixées à la bombe, permettant aux attaques du F-16 d'être effectuées jusqu'à 17,5 miles de distance. De plus, l'armée de l'air ukrainienne a reçu non seulement la version de base du Joint Direct Attack Munition, mais aussi la version Extended Range ou Extended Range, développée par Boeing en 2009.
Le JDAMR a une portée de mise en attente d'environ 45 miles, soit plus du double de celle du Joint Direct Attack Munition initial. Depuis, les colis de dons pour l'Ukraine n'ont pas listé les montants précis ou les distributions entre les systèmes Joint Direct Attack Munition et Joint Direct Attack Munition Air. Il est difficile de déterminer quelle version a été utilisée lors des attaques du 21 avril à Belgorod. Quoi qu'il en soit, les images géotag des conséquences ont montré à quel point le F-16S peut être efficace dans la guerre moderne. Les Joint Direct Attack Munitions ont réussi à détruire des maisons et des postes frontaliers le long de la frontière ukraino-russe, qui étaient utilisés comme dépôt de munitions de fortune et cachettes pour les troupes russes, avant le début principal de leur contre-offensive. Un autre tour d'images vidéo, cette fois depuis plus profondément sur le territoire russe, a montré des Joint Direct Attack Munitions, frappant des convois de camions qui transportaient de nouvelles recrues, et des munitions vers le front, nouvellement ouverts à Belgorod. On suppose que l'Ukraine utilise environ 2 à 4 bombes air-sol, équipées de n'importe quel type de Joint Direct Attack Munitions, par cible retranchée ou fortifiée. L'objectif ici est non seulement de causer un maximum de dégâts, et d'infliger des pertes à l'armée russe, mais aussi d'introduire de l'incertitude dans l'équation, et de forcer la Russie à improviser, et à s'adapter au nombre et à la fréquence changeant des attaques. Cela découle des observations précédentes, selon lesquelles la doctrine militaire russe est étroitement liée à des mouvements d'armée préplanifiés, ce qui limiterait considérablement sa gamme de réponses. Cela pourrait nécessiter qu'elle dévie des cours d'action prédéterminés. L'utilisation de sa flotte de F-16S par l'armée ukrainienne de cette manière ne représente qu'une partie de ses efforts pour freiner l'avancée russe dans la région. Le fait que les F-16 puissent voler si près de la frontière Russie-Ukraine implique 2 grandes victoires pour l'Ukraine dans la région. Premièrement, les deux pays ont des défenses anti-aériennes incroyablement enracinées, découlant de longues améliorations militaires en matière d'équipements défensifs tels que les batteries S-300 et S-400 du côté russe, et l'équipement intercepteur offert par l'OTAN du côté de l'Ukraine. La nature stratifiée de ces systèmes défensifs, ainsi que leurs portées effectives relativement grandes, qui dans certains cas peuvent s'étendre sur des centaines de miles avant d'être détectés par le radar d'alerte précoce, signifiait que l'Ukraine et la Russie se sont mutuellement empêchés d'effectuer des frappes aériennes de courte portée ou directes sur la plupart de leurs territoires respectifs. Cependant, le fait que les forces aériennes ukrainiennes puissent utiliser directement des munitions Joint Direct Attack Munitions de courte portée à la frontière entre la Russie et l'Ukraine indique que les défenses anti-aériennes locales de la Russie sont soit non fonctionnelles, soit totalement absentes. Cela pourrait signifier que l'Ukraine a déjà réussi à détruire ou à dissuader des cibles de grande valeur de la région de Belgorod. L'offensive peut désormais se concentrer sur le nettoyage de la zone des troupes d'infanterie et de soutien mécanisé, qui en temps normal ne nécessiterait pas de munitions aussi coûteuses. La destruction ou la dégradation des capacités anti-aériennes de la Russie près de la frontière pourrait être le résultat direct de la contre-offensive de 6 mois à Koursk. Le prélude, ainsi que les conséquences immédiates de l'incursion de Koursk, ont impliqué l'armée ukrainienne effectuant une série de frappes à longue portée sur les régions de Koursk et de Belgorod. Cela a été encore compliqué par la contre-offensive d'1 mois, qui s'est finalement terminée avec l'Ukraine réussissant à repousser l'avancée russe beaucoup plus longtemps que prévu. Cela a été aidé par l'administration précédente de l'ancien président Joe Biden, permettant l'utilisation de systèmes à plus longue portée donnés par les États-Unis en dehors du pays. Un rapport du 16 janvier comprenait des rapports d'une frappe ukrainienne détruisant un radar vital 92N6, qui est un composant clé du système de défense anti-aérien S-400 plus moderne. Cela lui permet d'atteindre une portée d'environ 375 miles. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, les attaques à Belgorod signalent que l'armée ukrainienne veut ramener le combat sur le territoire russe. En dégradant les lignes défensives et logistiques à l'extérieur des frontières du pays, l'armée ukrainienne peut exercer une pression beaucoup plus importante sur la Russie que d'habitude. Les lignes d'approvisionnement passant par Koursk et Belgorod constituent un détour par rapport aux itinéraires logistiques habituels depuis les centres de population et industriels du pays, au nord-ouest, vers la Crimée, puis plus loin dans le Donbass. Par conséquent, l'incursion à Belgorod nécessiterait que la Russie se débarrasse non seulement de ses troupes qui étaient encore précédemment utilisées à Koursk, mais aussi d'au moins une partie des unités et équipements de première ligne existants dans le sud-est de l'Ukraine. Sinon, si l'Ukraine parvient à capturer ses voies d'approvisionnement vitales, son armée pourrait prendre en tenaille les routes russes plus profondes et mieux retranchées.
Mais l'Ukraine a essayé de faire cela plusieurs fois. Même tout au long de 2023, l'Ukraine a lancé des raids plus petits sur le territoire russe pour les éloigner du front principal dans le Donbass. Puis en août 2024, elle a lancé une offensive plus substantielle dans Koursk, qui lui permettrait d'occuper autant de territoire en 2 semaines que la Russie avait précédemment gagné en 7 mois. Et l'incursion de Koursk était largement considérée comme terminée au début d'avril, environ 6 mois après que la Russie a commencé sa contre-offensive en octobre. Qu'est-ce qui était différent cette fois-ci? Cela peut être décomposé en quelques aspects clés, qui s'entrelacent pour expliquer pourquoi exactement l'Ukraine a opté pour ce cours d'action particulier. Premièrement, les terrains dans les régions de Koursk et de Belgorod sont quelque peu différents. L'oblast de Koursk offre des collines, des forêts et la rivière Sim, qui sont des obstacles naturels pour les forces ukrainiennes. L'avancée initiale a vu les troupes ukrainiennes pénétrer jusqu'à 20 miles en territoire russe, capturant des villes comme Soudza, qui a été marquée comme une victoire significative pour les troupes ukrainiennes. Mais le terrain difficile combiné à des défenses russes fortifiées a rendu une occupation soutenue difficile. Les mêmes collines et forêts, qui ont empêché la Russie de renforcer la zone, ont également rendu la logistique ukrainienne difficile. Ralentissant l'avancée plus profondément en Russie, ou coupant les forces d'invasion de la partie continentale ukrainienne. En revanche, le paysage plus plat et les champs ouverts de Belgorod permettaient une plus grande manœuvrabilité. Les forces ukrainiennes n'ont initialement avancé que de quelques kilomètres dans Belgorod, se livrant à des batailles près de colonies telles que Popovka et Demidovka. Le terrain moins accidenté facilitait le mouvement rapide et la flexibilité tactique. De plus, le territoire du côté ukrainien de la frontière compte. Les lignes d'approvisionnement de Sumy à Soudza, et donc à Koursk, contournent les forêts, utilisant les plaines agricoles plates et une route existante plus grande. Cela signifiait que tout renfort ukrainien pourrait être mis sous pression par les forces russes autour de la région de Koursk, et toute retraite stratégique de Koursk se ferait à travers des champs ouverts. En revanche, les lignes d'approvisionnement de Sumy à Belgorod traversent des zones fortement boisées du côté ukrainien. Les forêts réduisent considérablement les capacités de détection à longue portée des Russes, par radar, satellite et même des opérations de drones plus traditionnelles. Ainsi, l'Ukraine peut se permettre de déployer davantage de ses troupes et de son équipement vital ici, plus près de la Russie qu'à Koursk, ce qui a été crucial lors des attaques d'avril 21 sur les positions russes. Il y a ensuite l'étendue de la logistique et des fournitures que dictent les deux zones. L'invasion de Koursk a été forcée sur une seule grande route entre Sumy et Soutsa, ce qui a rendu les attaques de Pinsyr beaucoup plus difficiles et a dicté aux troupes ukrainiennes d'aller plus loin à l'intérieur des terres. La route elle-même était une cible de choix pour l'intervention russe, rendant la défense soutenue par les forces d'occupation ukrainiennes largement dépendante des systèmes de défense anti-aérienne. Il devrait intercepter les frappes à longue portée ciblant la logistique de l'opération, plutôt que les positions fortifiées elles-mêmes. De plus, toute action offensive par du matériel à plus longue portée, comme l'artillerie de High Mobility Artillery Rocket System, devrait être menée sur un terrain également ouvert, permettant à la Russie de riposter avec ses propres bombes planantes à longue portée, qui sont rapidement devenues l'une des principales méthodes de pression de son armée sur les positions ukrainiennes. La région de Belgorod, du moins les parties qui sont actuellement envahies par l'Ukraine, est à la fois reliée à l'Ukraine et au reste de la Russie, grâce à une série de routes plus petites et interconnectées, couplées à un terrain plus favorable à la progression. Cela a permis à l'Ukraine d'établir ses lignes d'approvisionnement et son artillerie à longue portée vitale, comme le High Mobility Artillery Rocket System, plus près de la ligne de front, pour frapper plus profondément dans le territoire russe. En même temps, l'interconnexion entre Belgorod et le reste de la Russie repose soit sur des routes ouvertes, soit sur des ponts près des villes de Grafovka et Demidovka, avec les ponts bombardés soit pendant, soit juste avant les incursions actuelles à Belgorod. Les convois russes, approvisionnant la région en troupes et en munitions, étaient pratiquement une proie facile pour les avions et l'artillerie ukrainiens, comme en témoignent l'ampleur et les succès des frappes du 21 avril. De plus, il est également très probable que l'Ukraine ait tiré parti de ce qu'elle avait appris de l'invasion de Koursk, étonnamment efficace, et l'ait appliqué à Belgorod. L'armée pourrait utiliser la ligne d'approvisionnement plus longue qui avait plus de capacité défensive, mais aussi profiter du manque local de renforts russes et de personnel formé, une situation qu'elle a rencontrée à Koursk. Cela découle du grave manque de main-d'œuvre auquel la Russie est confrontée, surtout en termes de contrats. Les soldats, qui bénéficient de meilleures fournitures, formations et probablement d'officiers plus expérimentés pour les diriger.
en raison de la structure de formation largement ségrégée, où chaque unité russe est responsable de sa propre formation, ou de son absence. Les troupes russes en Russie sont principalement des conscrits, comme ils ne sont pas jugés assez bons pour opérer en tant qu'unité avancée sur le front du Donbass. Comparez cela aux troupes plus formées et expérimentées, qui étaient réellement en cours de redéploiement de Koursk à Belgorod lorsque les frappes ont eu lieu. Ces troupes n'étaient à Koursk que dans le cadre d'une longue contre-offensive. Et seulement parce que la Russie ne pouvait pas faire face aux échecs répétés, dans sa tentative de reprendre un petit morceau de son territoire. Ainsi, lorsque l'Ukraine a initialement attaqué, elle a rencontré peu de résistance, et chaque attaque subséquente a poussé plus loin dans le territoire de la Russie, éliminant de plus en plus de soldats précieux, et dépouillant l'armée russe, en endommageant sa structure de commandement à travers les bureaux. Mais, plus important encore, les nouvelles tentatives d'invasion de la Russie démontrent que l'Ukraine a toujours la stratégie et la capacité de mettre la Russie sur la défensive. C'est en fait l'une des rares similitudes entre Koursk et Belgorod. Lorsque l'Ukraine a lancé l'invasion à Koursk, elle l'a fait avec peu ou pas de capacité à soutenir une offensive à longue portée par des frappes aériennes. La flotte d'F-16, qui était considérée comme vitale à Belgorod, n'a décollé qu'en août et a été immédiatement utilisée pour renforcer la ligne de front du Donbass, plutôt que pour mener des frappes offensives. L'Ukraine n'est pas autorisée à utiliser des missiles longue portée fournis par l'OTAN, comme les High Mobility Artillery Rocket Systems sur le sol russe. Avancé de quelques mois, et ces deux aspects ont considérablement changé. L'Ukraine a reçu plus d'avions de chasse, dont des F-16 en provenance des Pays-Bas, de Norvège, du Danemark, de Belgique et de Grèce. On estime que cette flotte devrait tripler par rapport à août 2024 chiffres. De plus, la France a fait don de 6 à 12 avions Mirage 2005F, qui sont plus adaptés aux opérations de supériorité aérienne et d'attaque au sol dans les zones contestées. En raison d'une portée fortement augmentée par rapport au F-16S, les améliorations de la flotte ukrainienne lui ont permis de combiner une offensive au sol avec une offensive aérienne, chose qui était impossible à Koursk. En novembre, l'administration Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles américains pour frapper le territoire russe à longue portée, comme mentionné auparavant. À peu près au même moment, les généraux de l'OTAN et les conseillers militaires ont proposé de faire de même avec le reste de l'armement donné par l'OTAN provenant du Royaume-Uni et de la France. Ces capacités ont été mises en pratique presque immédiatement, l'Ukraine frappant à plusieurs reprises des complexes industriels et militaires vitaux dans les régions entourant la Russie, mais exerçant également une pression sur Moscou elle-même. Dans l'ensemble, l'invasion de Belgorod s'annonce beaucoup plus dévastatrice pour les forces russes que ne l'a jamais été l'incursion de Koursk. Cela provient principalement des améliorations significatives en matière de puissance offensive et de capacité logistique que l'Ukraine a accumulées au cours des 6 derniers mois. Et pourtant, les invasions servent finalement des objectifs similaires. L'incursion de Koursk en août 2024 a été partiellement effectuée en réponse à la rhétorique croissante selon laquelle la Russie gagnait la guerre. Même si la Russie avait précédemment commis des erreurs stratégiques significatives lors de l'invasion estivale en 2024, entraînant des taux de perte sévères, cela n'a fait qu'augmenter avec le temps. On pensait que l'Ukraine commençait à perdre alors que l'OTAN ralentissait certaines de ses donations, et que la Russie accélérait ses efforts à long terme. L'incursion a généré une confiance très nécessaire dans l'armée ukrainienne, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles l'OTAN et l'administration Biden ont autorisé l'utilisation d'armes à longue portée en premier lieu. L'incursion à Belgorod intervient sous des prétextes similaires. Dès que le président récemment élu Donald Trump a pris ses fonctions le 20 janvier, il a émis de sérieux doutes sur la capacité de l'Ukraine, ou même ses motivations pour prolonger la guerre. Les relations entre les États-Unis et l'Ukraine se sont dégradées au point où Trump a suspendu l'United States Agency for International Development à l'Ukraine pendant une semaine pour forcer Zelensky à accepter une proposition de cessez-le-feu. En même temps, Trump a essayé de négocier avec Poutine sur ce qu'il faudrait pour que la Russie signe un cessez-le-feu, sinon un accord de paix pur et simple, sans succès. Malgré plusieurs tentatives de prononcer un cessez-le-feu efficace, y compris un qui aurait dû durer 36 heures pour Pâques, la Russie a constamment rompu ses promesses et a continué l'offensive. L'Ukraine, à son tour, a répondu de la même manière, montant plus de contre-attaques et annonçant probablement toute la grève du 21 avril, qui est arrivée dès que le cessez-le-feu a officiellement pris fin, même si cela n'a pas été appliqué rigoureusement en premier lieu. L'une des explications les plus cohérentes de l'incursion à Belgorod est qu'elle reflète celle de Koursk, qui a permis à l'armée ukrainienne de rassembler le soutien de l'OTAN. Cette fois, l'accent est mis sur l'obtention de plus de soutien de l'Europe,
plutôt que directement des États-Unis. En même temps, l'incursion et les frappes dévastatrices sont un signal clair que la prérogative russe de pouvoir maintenir une pression constante sur l'Ukraine pourrait encore une fois s'échapper. Immédiatement après les attaques, Poutine a annoncé qu'il serait prêt à discuter des conditions d'un cessez-le-feu plus durable et que les Russes ont une attitude positive envers un cessez-le-feu. Cela intervient après que Trump a indiqué la semaine dernière qu'il et le reste de l'administration américaine se retireraient des négociations s'il n'y avait pas de signe clair de progrès de la part des deux côtés du conflit. La Russie fait face à davantage de problèmes qu'auparavant, notamment une pression accrue sur ses lignes d'approvisionnement. Elle perd de plus en plus de soldats chaque mois, et elle s'est tournée plus que jamais vers une économie de guerre. Le budget gouvernemental de cette année attribue plus de 40% du financement total du pays à l'armée et à la défense nationale, dépassant les records de l'année précédente. Cela s'accompagne d'encore plus de secrets quant à l'utilisation du budget, un tiers de celui-ci étant classé secret ou top secret. Il est clair que le Kremlin rencontre des difficultés significatives pour soutenir sa propagande sur le véritable progrès de la guerre auprès de ses citoyens. Sans surprise, les exportations pétrolières et gazières russes sont enfin sous pression pour avoir utilisé des flottes fantômes illégales contournant les sanctions occidentales. Des pétroliers présentant signes d'usure et panne moteur risquent d'être confisqués par les puissances occidentales. La démographie du pays a également montré un déficit dangereux dans la main-d'œuvre disponible en raison de l'augmentation des taux de conscription et de près d'1 million de personnes quittant le pays pour éviter la dite conscription. En 2022. Ainsi, la pression accrue sur la ligne de front est une autre tentative de l'armée ukrainienne pour renforcer sa position de négociation. C'est 2 fois plus important lorsque l'homme responsable de leurs négociations est Trump, qui semble seulement vouloir suivre le pouvoir et les déclarations claires de celui-ci, peu importe quelle en est la véritable source. Mais qu'en pensez-vous? Comment se déroulera l'incursion à Belgorod, surtout par rapport à celle de Koursk? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles et d'informations à jour sur les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le monde entier.